Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du syndrome de Takotsubo, une pathologie qui fait une interface entre le cœur et l'esprit. Nous aborderons ses mécanismes, ses manifestations cliniques, son lien étroit avec le stress émotionnel et j'espère que cet échange sera enrichissant pour nos disciplines. Alors, la question qui se pose, peut-on mourir d'un cœur brisé? Cette question illustre parfaitement le syndrome de Takotsubo, aussi appelé le Broken Heart Syndrome. Il s'agit d'une cardiomyopathie transitoire, sans atteinte coronarienne significative, caractérisée par un dysfonctionnement du ventricule gauche avec une ballonisation apicale typique. Ce syndrome est le plus souvent déclenché par un stress émotionnel, ou un stress physique intense et tire son nom d'un piège à poulpes qui servait pour pêche des poulpes chez les Japonais. Alors, le syndrome a été décrit pour la première fois à Hiroshima en 1986 chez une femme de 44 ans qui a subi un stress énorme, donc le suicide de son fils. Donc, quelques heures plus tard, elle a développé un tableau typique évoquant un infarctus du myocarde. Donc, c'était une douleur thoracique, des anomalies à l'ECG, des troubles de contraction à l'échocardiographie, mais sans atteinte coronarienne significative. Donc, et sans lésion myocardique significative. Les examens montraient une akinésie apicale avec une hyperkinésie basale, une akinésie de l'apex avec un aspect ballonisé, suivi quelques temps plus tard d'une récupération complète, donc soulignant le caractère réversible de ce syndrome. Quelques années plus tard, une première série d'une trentaine de patients, majoritairement des femmes, a été publiée en Japon. Elle décrit un tableau actuellement typique du Takotsubo, donc des douleurs thoraciques, des anomalies à l'ECG, mimant un infarctus, associé toujours la ballonisation apicale dans la forme typique, et un facteur déclenchant a été retrouvé dans la majorité des cas. Alors, le diagnostic repose sur des critères qui sont bien définis. En premier lieu, on a cette dysfonction du ventricule gauche. On a soit une hypokinésie, akinésie, dyskinésie, ce que vous voulez. Ensuite, on a un stress, que ce soit un stress émotionnel ou un stress physique, mais il n'est pas obligatoire de les trouver toujours. On a un désordre psychologique ou neurologique, on a des anomalies à l'ECG, une variété d'anomalies, des modifications dans les biomarqueurs cardiaques, notamment la troponine et la BNP, et il faut écarter toujours la myocardite et l'infarctus du myocarde, et dans la majorité des cas, ce sont des femmes en ménopause ou bien en post-ménopausique. Donc, le Takotsubo, il touche principalement, ce sont des femmes ménopausées, avec environ 80% des patients qui sont âgés plus de 55 ans. Il reste probablement sous-diagnostiqué, il constitue 5% des syndromes coronariens aigus. Il est généralement déclenché par un stress intense, qui soit émotionnel ou physique, bien que dans presque 28% des cas, aucun facteur déclenchant n'est retrouvé. En premier lieu, on va trouver les déclencheurs physiques. Ce sont des malades en réanimation qu'on les récupère, ou bien un déclencheur émotionnel constituant la deuxième catégorie. Alors, nous allons maintenant aborder la physiopathologie du syndrome de Takotsubo, qui est multifactorielle, dominée par la réponse excessive aux catécholamines. Alors, la physiopathologie, c'est un ensemble d'hypothèses. Au début, le syndrome de Takotsubo a été considéré comme un possible infarctus qui était reperfusé. L'hypothèse était qu'une sténose transitoire de l'artère interventriculaire antérieure, surtout lorsqu'elle atteint l'apex, elle pouvait provoquer une sidération des segments apicaux avec une reperfusion spontanée, ce qui expliquait des coronarographies qu'on trouve normales. Cependant, cette théorie a été largement remise en cause. Donc déjà, l'anatomie de l'IVA qui vascularise l'apex, elle est assez fréquente, notamment dans les syndromes coronariens aigus. Et puis, dans les études OCT,
Donc, on n'a pas trouvé de lésions significatives qui témoignent de cette reperfusion. Donc, ainsi, la thrombose reperfusée a été considérée comme un mécanisme peu probable, même s'il reste un diagnostic à évoquer, donc un diagnostic différentiel. En deuxième lieu, on a l'hypothèse du spasme coronarien ou le myocarde sidéré, qui semble aussi être peu probable, car l'atteinte dépasse un seul territoire vasculaire du myocarde et que les spasmes sont peu reproductibles sous test. Et puis les biomarqueurs qui sont modérément élevés sans correspondre à une nécrose étendue. En revanche, la dysfonction microvasculaire apparaît comme un mécanisme clé avec une augmentation des résistances coronaires et une altération de la réserve coronaire. Une hyperactivation du système sympathique entraîne une vasoconstriction microcirculatoire transitoire qui est réversible sous adénosine, ce qui la distingue de l'infarctus du myocarde. Et la troisième hypothèse, qui est la plus concrète, c'est une hyperactivation du système nerveux sympathique en réponse à un stress aigu, entraînant une libération massive des catécholamines responsables d'une toxicité directe sur les cardiomyocytes et d'une dysfonction transitoire du ventricule gauche. Cette atteinte se manifeste par une hypokinésie ou une akinésie des segments apicaux et médiaux du ventricule, associée à une hypercontractilité basale réalisant l'aspect typique de ballonisation apicale. Alors, si cette différence régionale de contractilité s'explique par un gradient apex-base, la base du ventricule gauche qui est riche en innervation sympathique, qui devient hypercontractile, tandis que l'apex, il est plus sensible aux catécholamines et il est riche en récepteurs bêta-2 adrénergiques, qui va subir une sidération. Donc, le cortex insulaire joue également un rôle clé dans ce déséquilibre neurovégétatif en favorisant l'activation sympathique. Alors, cette hyperactivation transitoire du système sympathique cardiaque peut être d'origine centrale ou bien provoquée par une forte libération des catécholamines, comme dans le cas des phéochromocytomes. Les dosages dans le sinus coronaire et la scintigraphie myocardique montrent une hyperactivité adrénergique et une atteinte de l'innervation sympathique, renforçant l'hypothèse d'un mécanisme principalement neurogène. Si la fonction cardiaque récupère généralement en quelques mois, les anomalies de l'innervation sympathique peuvent persister plus longtemps. La carence en oestrogène, notamment après la ménopause, semble favoriser le syndrome de Takotsubo. Donc, les études expérimentales montrent qu'elle augmente la densité des récepteurs bêta-adrénergiques et augmente leur sensibilité aux catécholamines et la toxicité myocardique, expliquant la vulnérabilité accrue chez les femmes ménopausées. À l'inverse, les oestrogènes ont un rôle protecteur. Donc, leur diminution altère aussi la fonction endothéliale et favorise les vasoconstructions coronariennes. Alors, l'élément trigger dans le Takotsubo peut être un stress émotionnel ou physique. Donc, dans le stress émotionnel, je vais citer le décès d'un proche, une agression, un suicide. Donc, il y a une multitude de causes qui peuvent causer un Takotsubo. D'autre part, on a le stress physique. Comme je l'ai déjà dit, ce sont des malades en réanimation, des malades qui vont développer des décompensations de leur maladie chronique, un sevrage aux opiacés, les crises thyrotoxiques, tout ça, ça peut provoquer ce syndrome. Alors, il n'y a pas que le stress positif qui peut causer un Takotsubo. Donc, une étude italienne menée après la victoire de l'équipe nationale au championnat d'Europe de football a révélé une hausse des cas de Takotsubo. Donc, on voit que malgré le caractère joyeux de la victoire de l'équipe, il y avait quand même des cas de Takotsubo.
Et il y a une variabilité et une variété de cas. Là, je vous rapporte le cas d'un homme de 84 ans qui a développé un tableau typique de Takotsubo après un discours du président américain. Et là, on va dire le Takotsubo va prendre une nouvelle nomination. On l'appelle actuellement le Trump cardiomyopathie. En parallèle, j'ai trouvé même un cas d'une patiente qui a développé un takotsubo après avoir consommé du wasabi. Et ça l'a amené même, elle a été hospitalisée en musique. Donc ces exemples rappellent que le facteur déclenchant peut être extrêmement variable, parfois inattendu, mais toujours lié à une réponse intense de l'organisme au stress, qu'il soit négatif ou positif. Là, un autre cas, donc le takotsubo, prend une ampleur médico-légale. C'est l'affaire judiciaire de Larry Whitefield, donc, qui illustre l'impact extrême du stress. C'était une femme qui a été menacée à arme blanche. Et il n'a pas causé de dégâts, mais juste par le fait d'avoir peur, ça a causé une crise cardiaque chez la femme et ça a été pris en considération. Alors, le takotsubo est souvent associé à des troubles psychiatriques ou neurologiques aigus ou chroniques, retrouvés dans 55% des cas. Des troubles psychiatriques, principalement l'anxiété et la dépression, concernant environ 42% des patients, avec une prévalence nettement supérieure de celle observée chez les syndromes coronariens aigus. Il favorise une dérégulation des catécholamines, parfois aggravée par certains antidépresseurs, entraînant une hypersensibilité du cœur au stress. Certaines anomalies biologiques comme la surexpression des MRI 16 et MRI 26A qui renforcent l'hypothèse d'un lien entre les facteurs psychologiques et la physiopathologie du syndrome. Le takotsubo peut également survenir après des atteintes neurologiques telles qu'un AVC, une hémorragie cérébrale, une épilepsie, soutenant l'existence d'une interaction étroite entre le cœur et le cerveau. Alors, le profil de personnalité de type D est retrouvé chez environ 31% de la population générale, 15 à 53% des patients cardiaques et 76% des patients avec takotsubo. Il se caractérise, ce profil de personnalité par une affectivité qui est négative, associée à des émotions négatives, et une vision pessimiste ou dévalorisante du soi, ainsi que par une inhibition sociale marquée avec des difficultés à exprimer ses émotions par peur de jugement d'autrui. Ce profil constitue un prédicteur indépendant d'événements cardiaques indésirables majeurs chez les patients atteints de maladies coronariennes. Les médicaments psychotropes. Alors, les antidépresseurs peuvent favoriser la survenue d'une cardiomyopathie de takotsubo en augmentant les neurotransmetteurs du stress, notamment la noradrénaline et l'adrénaline, ce qui entraîne une hyperactivation sympathique et une dysfonction myocardique transitoire, surtout en contexte de stress intense. Les médicaments les plus souvent impliqués sont les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine et la noradrénaline, en particulier la venlafaxine, notamment lors d'augmentation des doses ou de surdosage. Des cas ont également été rapportés après certains inhibiteurs sélectifs de la récapture de sérotonine, comme la fluoxétine, ainsi qu'avec les antidépresseurs tricycliques en situation de surdosage. Par ailleurs, certains syndromes liés aux psychotropes, tels que le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin de neuroleptique, peuvent déclencher un takotsubo via un état d'hyperadrénergie. Enfin, certaines interactions médicamenteuses, comme l'association de la fluoxétine à l'atomoxétine, augmentent la noradrénaline et peuvent précipiter cette cardiomyopathie.
Alors, ce syndrome, il se présente par des manifestations cliniques qui sont variées. Il peut être révélé soit par un facteur déclenchant, notamment l'AVC, l'épilepsie, les sepsis, ainsi de suite, soit par les symptômes qui peuvent ramener le malade, c'est la douleur thoracique, c'est la dyspnée, mimant un syndrome coronarien aigu. Le diagnostic repose sur des examens complémentaires qui vont montrer des anomalies à l'ECG, un QT qui est lent, un sus ou un sous-décalage, des antés inversés, ainsi de suite, et une élévation des biomarqueurs cardiaques, notamment la troponine et les BNP. Alors, sur le plan échocardiographique, alors, sur le plan échocardiographique, comme vous remarquez, il y a une hyperkinésie du segment basal et une akinésie du segment apical qui fait rappel à cette jarre qui servait pour la pêche des poulpes, avec un anévrisme apical. Donc, il faut toujours faire attention pour ce anévrisme qu'il n'y ait pas de thrombus là-dessus, parce qu'il s'agit d'une complication du Takotsubo. Il ne concerne pas seulement le ventricule gauche, mais aussi le ventricule droit. Lorsqu'on fait une ventriculographie, on a cet aspect de jarre toujours, avec une hyperkinésie basale et une akinésie du segment moyen et apical du ventricule gauche. La coronarographie, elle est tout à fait normale. Et puis, lorsqu'on fait le contrôle, il y a une récupération complète de la fonction ventriculaire gauche en quelques temps plus tard. Donc la dysfonction, elle est... là, c'est les deux cas, à la phase aiguë, puis quelques mois plus tard, et en strain, on a une récupération presque complète des dégâts. Alors, l'IRM cardiaque met en évidence en séquence ciné toujours ces anomalies avec ballonisation de l'apex. En séquence T2, on a un œdème myocardique, ce qui est montré en blanc dans l'apex, donc qui se manifeste par un hypersignal en T2. Et surtout, il y a l'absence de rehaussement tardif qui fait la différence avec la myocardite et le syndrome coronarien aigu, l'infarctus. Il existe 4 sous-types de Takotsubo. On a la forme typique où on a juste la kinésie de l'apex. On a la deuxième forme où on a une akinésie de l'apex et de la base et que le segment moyen qui reste hypercontractile. On a le Takotsubo inverse où on a les akinésies de la base et il n'y a que l'apex qui bouge. Et puis, on a la forme atypique où les troubles de contraction concernent un territoire. Le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec l'infarctus du myocarde, avec la myocardite. Il faut faire une IRM cardiaque, éliminer toujours ces deux diagnostics et une OCT pour voir s'il y a vraiment des lésions qui passent inaperçues à la coronarographie. Alors, on utilise ce score d'Intertac qui sert pour la probabilité pré-test du syndrome de Takotsubo. Alors, il se base sur des critères cliniques. Professeur, il vous reste 2 minutes. D'accord, je n'ai pas pour longtemps. D'accord, merci. Alors, il se base sur des critères cliniques, le sexe féminin, les facteurs déclenchants et des critères électriques, les anomalies électriques, les anomalies, le facteur déclenchant. Un score inférieur à 30 rend le diagnostic peu probable, tandis qu'un score plus de 70 rend le diagnostic très probable. Alors la démarche diagnostique consiste à éliminer en premier un syndrome coronarien aigu. En cas de forte suspicion ou de tableau urgent, notamment un sus-décalage, il faut faire la coronarographie. Si la probabilité elle est faible, dans ce cas, on peut réaliser un coroscanner. Cette stratégie permet de confirmer le diagnostic tout en limitant les examens invasifs lorsque le risque il est faible.
Alors, la cardiomyopathie de Takotsubo, elle n'est pas une pathologie bénigne. Donc, environ 20% des patients vont développer une complication hospitalière, 5% de mortalité à court terme et 6% dans un an. Les complications les plus fréquentes sont l'insuffisance cardiaque, les troubles de rythme, le choc cardiogénique et les thrombus intracardiaques. Malgré cela, l'évolution est le plus souvent favorable avec une récupération progressive. Alors, la courbe de mortalité, elle suit celle du syndrome coronarien aigu. Au-delà de 5 ans, elle se sépare. Le Takotsubo est de meilleurs pronostics par rapport au syndrome coronarien aigu. Puis, on a le score pronostic d'Intertac qui permet d'identifier les personnes qui risquent de mourir dans les 5 ans selon le risque. La prise en charge, donc à l'heure actuelle, il n'existe pas de prise en charge adaptée au Takotsubo. Il se base sur les bases de cardiologie, le traitement de l'insuffisance cardiaque et bien sûr tout en se basant sur la logique de ne pas nuire aux malades. Alors, la prise en charge se fait surtout en soins intensifs et repose sur les traitements proches de ceux de l'insuffisance cardiaque, des IEC, des bêta-bloquants, des diurétiques. En cas de choc, des médicaments inotropes. Un traitement anticoagulant peut être proposé. À long terme, certains médicaments comme les IEC et les ARA2 peuvent prévenir les récidives. La prise en charge inclut notamment les troubles de rythme et éviter les médicaments pro-arythmiques. Est-ce que j'arrête le traitement antidépresseur déclenchant? Donc, cette étape, elle est essentielle dans le syndrome de Takotsubo, mais elle ne suffit généralement pas à lui seul. La prise en charge repose aussi sur un traitement cardiaque temporaire, un éventuel changement de l'antidépresseur et une gestion du stress avec suivi en psychologie. Il faut gérer son stress. Comment? Donc, contrôler les réactions au stress, l'auto-instruction positive, le contrôle de la situation, la distraction et la résolution de problèmes. Et puis, il y a même des exercices de relaxation, des outils pédagogiques, notamment des livres, la psychothérapie, le service de conseil et créer un réseau de soutien entre pairs. Alors, ce qu'il faut retenir dans le syndrome de Takotsubo, le score d'Intertac peut aider à orienter le diagnostic, mais il est indispensable d'éliminer en premier l'infarctus du myocarde. Il existe plusieurs formes atypiques de Takotsubo qu'il faut savoir. Le risque de complications aiguës est réel, bien que peu fréquent, justifiant une surveillance initiale en musique. Les comorbidités doivent être prises en compte car le risque cardiovasculaire à long terme reste significatif et le traitement est peu codifié, repose sur des mesures générales avec bénéfice probable des inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Donc, pour conclure, le syndrome de Takotsubo est une cardiomyopathie aiguë liée au stress, le plus souvent réversible mais parfois compliqué. Sa prise en charge repose sur un diagnostic rapide, un traitement adapté et un suivi entre cardiologue et psychiatre. Et merci pour votre attention.